Alors, les constellations sont, vous avez vu qu'elles sont à peu près entre 250 et 500 km et que donc c'est extrêmement facile de récupérer des données. Les géostationnaires actuels sont à 32 000 km. Vous voyez qu'il faut un signal différent pour faire 32 000 km et 500 km. Et donc, il y a beaucoup de choses qui pourront être faites par les satellites donc, sur l'orbite basse, dans 200-400 km. Et en particulier, c'est pas haut, donc on pourra suivre beaucoup de choses et on pourra récupérer pas mal d'informations. Donc, il y a un enjeu qui est important et qui est plus, je pense, que le fait de parler de zones, d'aller dans des zones où il n'y a pas trop de monde. On arrive à un niveau de précision qui est extrêmement important et donc ça ouvre beaucoup de possibilités. Donc, vous allez voir comment ça se passe maintenant. Bonjour à tous. Donc, je vais enchaîner sur la présentation de Pascal qui était assez complète. Donc, j'espère qu'il n'y aura pas trop de redites. Et puis, surtout, je vais le prendre à un niveau beaucoup plus basique. C'est vraiment du grand public. Normalement, ça devrait être compréhensible par tout le monde si on ne s'est pas trompé dans nos présentations. Donc, juste un mot sur le CNES. C'est peut-être très connu, mais enfin, voilà, c'est l'Agence spatiale française et c'est en même temps un centre technique où on accompagne la politique spatiale française et où, dans les télécoms, j'ai l'habitude de dire, on a essentiellement pour rôle de comprendre les systèmes de télécoms et de distribuer intelligemment l'argent public pour que les industriels puissent proposer des services et des systèmes pertinents et notamment à l'export. Il faut savoir que la France, l'industrie française à la moitié du marché commercialement accessible à l'export aujourd'hui. Donc, on est vraiment extrêmement bien positionné sur ces marchés télécoms. Donc, vous allez voir, mon discours est très marché. Donc, à peu près, quelles sont la place des télécoms par profit dans le domaine des télécommunications en tout? Pour avoir une idée, c'est 1%. Donc, c'est vraiment un tout petit peu, c'est une niche. Alors, la télé, c'est beaucoup plus, parce qu'effectivement, dans nos pays avant et puis dans les pays de développement encore, il y a beaucoup de diffusion de télé par satellite. Donc, ça fait monter un petit peu le chiffre à 10% du secteur complet télécom plus TV, mais c'est 1% dans le secteur des télécoms uniquement. Alors ça, c'est une petite animation qui va être beaucoup d'érodite par rapport à ce qu'a présenté Pascal, mais un peu plus visuel. Voici quelques cas d'usage en pratique. Premier cas, la connexion à Internet individuel pour un foyer ou une mini-entreprise. Une parabole, généralement installée sur le toit, mais qui peut aussi être posée à terre, va donner accès à tous les services de l'Internet comme on vient de le voir. La liaison à l'intérieur du local est généralement en Wi-Fi ou peut être en Ethernet ou CPL, exactement comme vous avez pour un accès à Internet ADSL ou fibre chez vous. Le service TV est particulièrement facilité puisque cette même parabole permet de recevoir l'ensemble des chaînes télévision en haute ou très haute définition et gratuitement pour les bouquets gratuits bien sûr et moyennant un abonnement pour les chaînes payantes. Voilà pour l'usage résidentiel. Un autre cas d'usage concerne le milieu professionnel pour accorder des lieux d'intervention isolés à Internet ou en liaison privée au reste de l'entreprise. Nous avons figuré ici des sites particulièrement isolés, mais il peut s'agir tout simplement de relier les différents sites d'une entreprise, par exemple dans les pays en voie de développement quand les raccordements terrestres n'existent pas. Troisième cas d'usage, c'est, comme on l'a déjà vu dans les grands principes, le raccordement des pylônes de la téléphonie mobile dans les lieux qui ne sont pas encore raccordés par la fibre. Le satellite peut également intervenir en secours sur des raccordements fibre rompus par des travaux ou une situation de catastrophe. À noter que l'usage du satellite comme liaison redondante est croissant dans le milieu professionnel, l'absence de connectivité étant devenue tout simplement insupportable pour le fonctionnement quotidien. Le déploiement des solutions terrestres filaires, notamment la fibre, se fait par maillage progressif du territoire. Le débit dépend du lieu où l'on se trouve. Le satellite, lui, couvre déjà tout le territoire. Une parabole installée dans le jardin et la connexion au débit est là. Des mégabits par seconde pour 30 € mensuels. Pour un besoin professionnel, davantage de volume, des débits garantis, du très haut débit, il suffit d'adapter son abonnement. La qualité n'est plus une question de localisation. Un besoin intermittent, urgence, événement, téléexpertise ponctuelle, la formule à la carte est possible.
Pour conclure, pour le débit en terrestre, vous dépendez du déploiement de l'infrastructure. Avec le satellite, vous avez accès à du haut débit en tout lieu et c'est l'affaire de quelques jours. Donc, ce qu'on vient de voir, c'est un scénario sur les pays développés comme chez nous. Il faut savoir que le premier marché de l'Internet par satellite dans le monde, ce sont les États-Unis. Aujourd'hui, il y a plus de 2 millions de raccordés par satellite aux États-Unis. En Europe, il y en a peu, c'est quelques centaines de milliers. En France, c'est loin de 100 000. Ça dépend évidemment beaucoup de la géographie des pays. Et du niveau de développement. C'est-à-dire que plus vous avez un niveau de développement élevé et plus vous avez un besoin de 100%, une exigence de 100% de couverture, vous avez aussi des aides d'État pour ça, vous avez des politiques publiques. Et il y a des politiques publiques très fortes aux États-Unis sur la question numérique, et il y en a aussi en France. On a un plan France Très Haut Débit qui inclut les technologies satellitaires avec des subventions pour les terminales. Voilà. Et donc, vous avez en fait les pays qui utilisent le plus le satellite, contrairement à ce qu'on peut penser en accès résidentiel, ce sont les pays développés. C'est des pays dans les pays en voie de développement pour les personnes qui n'ont pas des forts revenus. Les schémas qu'on a vus avec des accès directs en fait ne fonctionnent pas parce que 30 € par mois dans des pays à faible revenu, c'est pas possible, c'est pas accessible. Donc en fait le schéma qui est utilisé, ce sont des accès collectifs communautaires. Donc vous avez un cybercafé, un point collectif administratif, etc. Qui va lui être abonné au satellite avec un abonnement de cet ordre de prix-là et qui revend sous forme d'abonnement prépayé des coupons en fait, des unités de télécommunication qui permettent aux gens de passer leurs appels et de consulter des mails et d'envoyer des messages. C'est des petites consultations, mais ça peut faire le job. Et puis, si vous payez plus cher, vous avez un accès plus important. Donc, en fait, vous payez à la hauteur de vos besoins et de votre pouvoir d'achat. Donc ça, c'est des modèles qui se développent très fort en Amérique latine et en Afrique, par exemple. Sachant qu'à ce moment-là, l'utilisateur final, lui, il n'est plus en terminal satellitaire, il est avec son smartphone, en fait. Il est avec son téléphone, il est avec ses communications habituelles, il passe par satellite presque sans le savoir. Les satellites géostationnaires, Pascal en a déjà parlé, donc ils ont une position qui est fixe par rapport à la Terre, ils sont ciblés donc sur une zone géographique, là on voit en haut la couverture du KSAT, et ils permettent de mettre du haut débit à des millions d'utilisateurs. Donc c'est vraiment de l'extrêmement capacitif qui permet d'arriver au prix de quelques dizaines d'euros par mois en abonnement illimité ou à peu près. Donc, ça permet tous les usages pour un accès résidentiel au moins. Aujourd'hui, les offres qu'on a, notamment sur la France, c'est du 100 mégabits descendant, 20 mégabits envoi-retour. Alors, 20 mégabits envoi-retour, c'est beaucoup, en fait. Pour des gens qui ont besoin de renvoyer des données sur Internet, la DSL, c'est 1 mégabit. C'est bridé, en fait. La technologie est bridée à 1 mégabit. Donc, ça fait des bonnes liaisons. Voilà, sur ces systèmes qui sont vraiment dédiés aujourd'hui au haut débit. Toute ma présentation n'est que sur le haut débit, vous n'avez rien sur les autres solutions, puisque selon les besoins, les systèmes sont adaptés aux besoins et conçus et optimisés pour ces besoins-là. Alors, sur ces satellites-là, en termes d'évolution, on a eu un énorme gap dans les années 2000 où on a changé de génération, on est passé de solutions classiques à des solutions dites ISO-code satellite, qui ont ce système de multispot, en fait, qui réutilisent la bande de fréquence utilisable par le système plusieurs fois. D'où ces pavés de couleurs qui utilisent chacun des bandes différentes et qui est réutilisé en plus loin. C'est ça qui permet d'avoir beaucoup plus de capacité avec une bande de fréquence qui est limitée. Donc ce saut-là, il a eu lieu dans les années 2000. On a gagné à peu près un facteur 10 sur le prix de la capacité en orbite. Et on a gagné de nouveau un facteur 10 depuis le début de ces générations-là pour arriver aujourd'hui aux générations VHTS, Very High Satellite. Ça, c'est les satellites géo. Qu'est-ce qu'on voit arriver aujourd'hui? Ce sont les constellations. Donc, Pascal en a parlé aussi, le fait qu'ils soient plus bas, ça permet de diminuer la latence, ça permet d'avoir des bilans de liaison meilleurs. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'ils se mettent à défiler dans le ciel. Vous avez une vidéo après qui va vous expliquer ce que ça fait en termes de complexité du système. En termes de coût de capacité en orbite, on est à peu près au même prix dans les constellations au débit d'aujourd'hui, les méga-constellations, et dans les prix géostationnaires. Sauf que, comme l'a dit Pascal, ça couvre 70% des océans.
Donc, en débit utile, l'équation économique, elle va être moins facile. Mais en capacité en orbite, c'est extraordinaire hein, ce qui s'est passé. En termes de prix, on a fait des satellites à la chaîne au lieu de faire des satellites par an. Alors ça, c'est une petite vidéo. Je pense que ce coup-ci, il n'y a pas de son, donc je vais pouvoir la commenter en direct, qui vous montre l'intérêt non, j'ai pas de son, des satellites géostationnaires. Donc en fait, ils défilent hein, dans le ciel à la même vitesse que tourne la Terre. Donc le satellite est visiblement fixe dans le ciel, même si lui-même tourne. Et donc vous pouvez avoir un terminal qui est très simple et qui focalise sa puissance. Ça, c'est les constellations de première génération qui font plutôt du bas débit, avec des terminaux qui sont omnidirectionnels. C'est-à-dire des terminaux que vous pouvez promener et mettre dans tous les sens. Ils vont recevoir les satellites quand même, avec des bilans de puissance échangée qui ne sont pas très forts, donc des débits qui ne sont pas extrêmement bons, avec des systèmes de première génération, donc qui sont très chers. Le prix qu'avait cité Pascal pour les courses maritimes, c'est des prix sur ces générations-là. Les générations qui sont en train d'être déployées, c'est le même, c'est des satellites défilants, mais par contre, on va concentrer la puissance pour avoir du haut débit. Donc, du coup, vous avez des terminaux qui doivent aller suivre chaque satellite, le pointer, c'est plus de l'omnidirectionnel, vous avez plus un terminal qui reçoit dans tous les sens. Donc là, c'est figuré avec deux très, très grosses antennes, mais en fait, le terminal, il va concentrer ce principe-là dans le plus petit possible et le moins cher possible, surtout. Donc ça, il y a un challenge sur le prix et la faisabilité du terminal qui est énorme. Voilà. Donc, en résumé, les géostationnaires, il y a une latence assez forte, mais des terminaux très simples, du très haut débit pour tous à des prix totalement accessibles. Les constellations première génération, c'est plutôt pour la mobilité, avec des terminaux qui restent simples, mais des performances limitées. Et les méga constellations qui arrivent aujourd'hui, c'est le Graal entre les deux, c'est-à-dire le très haut débit, avec de la latence plus faible, et des terminaux qui, eux, pour le coup, fait le prix, en fait. C'est-à-dire que c'est la complexité est en partie reportée sur le terminal. Alors, les terminaux, j'ai mis 5 000 à 100 000 euros. Aujourd'hui, apparemment, Starlink, ils arrivent à descendre à des coûts de production qui seraient autour de 1 500 $. Après, ça vaut ce que ça vaut, ce genre d'infos. La première génération qui arrivait à sortir autour de 3 000 $, il en sera 1 500. Ils visent le 300 $. Après, la faisabilité, elle n'est pas acquise financière, hein, elle n'est pas acquise aujourd'hui. La déferlante des constellations, donc cette arrivée des constellations, juste pour situer, alors les chiffres sur les satellites en orbite, chaque fois c'est les mêmes, peu importe. C'est vraiment, vous avez à gauche le nombre de satellites et à droite la capacité en orbite, la capacité de transmission, le nombre de terabits par seconde. Je ne regardais pas les chiffres, ils datent de 2019, ils ne sont pas à jour. Juste pour montrer la courbe, ce qui est en train de se passer. Ah ouais, mais on change tout là, on change de monde. Hein. Et alors, c'est en télécom et c'est aussi dans les autres technos, en observation de la Terre, on voit aussi énormément de constellations. Le nombre n'a rien à voir. Hein. Là, on parle de milliers, dizaines de milliers en observation de la Terre, c'est des dizaines, mais il y a aussi des révolutions. Donc, les principaux projets qui existent aujourd'hui, vous avez O3B. O3B, c'est un projet qui existe, qui est déjà opérationnel et qui sont des gros satellites avec des gros spots qui font l'orbite équatoriale, donc qui courent sur du 50 degrés de latitude. Et c'est vraiment, on va le voir après, pour du professionnel. Vous avez Starlink qui fait le buzz aujourd'hui, hein, qui est de SpaceX, et qui est en cours de déploiement avec des milliers de satellites. C'est des orbites assez basses, hein, c'est du 500 km. Vous en avez à peu près la moitié qui est déployée à ce jour, autour de 1800. Avec ça, le service, ils peuvent démarrer un service. Donc, ça a été démarré à haute latitude. Ils sont en train de l'étendre à toute latitude. Alors, c'est pas si simple. Il faut des stations Solos. OneWeb, qui est la suivante, qui arrive aussi, qui a aussi déployé la moitié de sa constellation. Donc, il est en train d'ouvrir ses services. C'est une constellation qui est plus haute, avec donc moins de satellites, en fait. Hein, plus vous êtes haut, moins il faut de satellites pour couvrir la Terre en permanence. Telesat, c'est ça s'appelle Lightspeed, c'est une constellation qui est un peu sur le modèle de OneWeb, qui est en cours de développement uniquement, et Amazon qui est au stade de projet qui s'appelle Kuiper. Et il y a les constellations chinoises. Alors évidemment, c'est beaucoup moins facile, il y a moins d'infos publiques, mais clairement, la Chine a un positionnement de volonté de l'accès Internet par satellite qui est très fort. Les projets ont un peu changé. Il est possible que ça parte vers une constellation plutôt publique
de 12 000 satellites. Bon, voilà, je ne garantis rien du tout sur ce que je dis. Ça bouge, mais en tous les cas, ils ont affiché des volontés politiques très claires. Et puis quand ils se décident, en général, ils y vont. Donc, ça va arriver. Le tour, je trouve bon temps, pardon, peut-être plus long que prévu. Donc, O3B, c'est vraiment ce qui est visé, c'est le service professionnel. Vous voyez un exemple d'antenne. Donc, il faut 2 antennes, puisqu'en fait, il faut au moins 2, puisqu'en fait, chaque antenne traque un satellite et qu'il faut attraper le suivant avant d'avoir perdu le précédent. La zone de couverture, c'est de l'équatorial. Le marché principal, c'est des professionnels. Donc, c'est des télécoms mobiles, c'est les relais de télécommunications mobiles par satellite, dont on a déjà parlé Pascal et qu'on a vu dans le film. Des entreprises et du gros maritime, des plateformes pétrolières, des vaisseaux de croisière, des choses comme ça. Donc, c'est peu de clients avec du très haut débit. Ça, c'est opérationnel et ça fonctionne. Et ils sont en train d'améliorer la flotte. Compléter la flotte. Starlink, c'est du résidentiel, ce qu'on appelle le B2C, le business to consumer, c'est-à-dire c'est de la vente directe à l'utilisateur individuel, qu'il soit grand public comme vous et moi, ou qu'il soit mini professionnel. Ça peut monter sur le mini professionnel. C'est disponible uniquement sur certaines zones aujourd'hui, plutôt haute latitude. En fait, c'est États-Unis, Canada, Angleterre, France et quelques pays. C'est en train de s'ouvrir en Lituanie. Enfin, ça s'ouvre progressivement. En fait, pour ouvrir sur un pays, il faut qu'ils aient une station sol pour redescendre les données, comme Pascal vous a expliqué aussi avant. Donc, ça s'ouvre au fur et à mesure qu'ils ont les stations sol. Ils sont aussi en train de tirer une deuxième génération de satellites où il y a des ISL, des liens intersatellites, ce qui permet d'ouvrir un service sur une zone où il n'y a pas de gateway. Donc, entre le fait qu'ils vont rajouter des gateways et le fait qu'ils auront des satellites avec des ISL, à un moment donné, ils vont progresser dans la couverture. Après, ce genre de système, en fait, comme tout système de télécommunication, vous ne pouvez l'utiliser dans un pays que si le pays vous autorise à l'utiliser au-dessus de son territoire, même si c'est en l'air. Ce qui veut dire qu'au-dessus de la Chine, il est probable que les Occidentaux n'auront pas d'autorisation et réciproquement. Donc, sur l'équation économique, ça ne va pas aider. Aujourd'hui, c'est en vente. Hein. Vous pouvez vous abonner sur Internet. Vous avez une chance de recevoir votre kit. Alors, apparemment, il y a un peu une pénurie pour l'instant, mais c'est 500 € à l'installation. Donc, vous voyez que sur le prix du terminal, c'est largement financé par Starlink en avance. Et l'abonnement, il est de 100 € par mois. Alors, 100 € par mois, c'est un abonnement typique aux États-Unis. Si vous êtes sur la fibre aux États-Unis ou la DSL, c'est du 100 €. En Europe, on va tousser un petit peu sans doute, mais pour ceux qui sont prêts à payer, le débit est là, clairement. Hein, on a mesuré, c'est même, ça même jusqu'à 250, enfin, ça marche bien. Dans l'autre sens, c'est pareil, hein, ça marche bien, c'est plusieurs mégabits. Et la latence, alors ils affichent entre 20 et 40, ce qu'on a mesuré, c'est un peu plus fort, parce qu'il n'y a pas que le temps de propagation pur sucre, hein, il y a aussi tout ce qui se passe dans le sol et la distance de la gateway. Donc, en pratique, on est plutôt autour de 60. On oscille entre 40 et 60, en fait, de ce qu'on a mesuré. Aujourd'hui, c'est des terminaux fixes. Vous avez la même photo que ce que vous avez déjà vu. Ils ont fait une demande en cours auprès de l'autorité de régulation des télécoms, la FCC aux États-Unis, pour augmenter en mobilité, puisque le système intrinsèquement, il pourrait faire de la mobilité en changeant de terminaux. Voilà. Donc ça, si ça s'ouvre commercialement, ça va faire un petit peu mal aux acteurs en place sur la mobilité, sans doute. OneWeb. Alors là, c'est orienté business sur business, donc c'est le marché professionnel, donc c'est plutôt du gros terminal, grosse vision, grosse capacité, pas autant qu'au 3B, la première constellation, mais voilà, c'est pas adapté à monsieur tout le monde. C'est pas du résidentiel, il y a moins de satellites, et ils ont un modèle de distribution qui est différent, c'est-à-dire qu'ils ne fonctionnent pas en direct. Vous achetez pas au 3B, à OneWeb, votre service, vous allez l'acheter à un revendeur professionnel. Donc, en fait, ils attaquent un marché professionnel qui a des besoins spécifiques, qui va demander de la sécurité, des pare-feux, des services cloud, de la messagerie, de la téléphonie. Et tout ça, c'est des intermédiaires qui le font, en fait. Donc, dans un marché professionnel, on attaque le marché souvent avec des intermédiaires par pays et qui font les services à valeur ajoutée. Comme Starlink c'est à moitié déployé, les services sont en train de s'ouvrir, sont plutôt en test, ça sera plutôt sur du 2022 en service opérationnel.
Faut savoir que l'opérateur français Eutelsat, Eutelsat c'est le 4e opérateur mondial, hein, c'est un des 4 gros qui est français, ont pris des parts dans OneWeb aux côtés de l'État anglais, de l'opérateur Telecom Indian Bharti et d'un nouveau venu qui est Hanwha de Corée. Airbus a été impliqué dans la construction de cette ligne, au sens qu'ils ont fait les premiers et qui sont en partenariat aux États-Unis pour construire les suivants. Telesat Lightspeed, c'est le même modèle que OneWeb, donc c'est du professionnel, plutôt haut débit, avec un financement qui est en cours de bouclage dans lequel il y a l'État canadien. TAS a été sélectionné, donc l'industriel français, pour construire des satellites. C'est un contrat à 3 milliards d'euros. C'est un peu en attente du bouclage financier, donc pour l'instant le contrat n'a pas démarré. Et le dernier projet, c'est Kuiper. Amazon en parle beaucoup, il vise le même créneau que Starlink et de l'entreprise aussi. C'est vraiment au stade de projet. Pour l'instant, il n'y avait strictement rien, c'était que du papier. Là, on a vu arriver quelques lancements qui sont réservés et 2 satellites expérimentaux qui sont commandés pour fin 2022. Donc, il y a des premiers signes de réalisation. Avec des terminaux antennes plates, donc adaptés à la mobilité, qui sont prix cible 300 €. C'est le Graal de tout le monde, on verra bien à combien ils arrivent. Ils n'ont pas de problème de financement, puisqu'en fait, ils ont le cash pour le faire eux-mêmes. Donc, c'est juste une décision de on y va, on n'y va pas. Maintenant, c'est pas des gens, on a parlé de rentabilité tout à l'heure, c'est pas des gens très joueurs, c'est des gens qui gagnent de l'argent, qui ont de la marge, donc qui peuvent le tenter, mais qui vont peut-être pas partir pour jouer juste. Or, la rentabilité de ces systèmes-là, elle n'est pas garantie aujourd'hui. Donc, les défis de ces projets-là, c'est les financements. Soit on emprunte, soit on augmente le capital, soit on finance en interne. À part Amazon, personne ne peut financer seul. L'accès au spectre, donc en général, tous ces acteurs-là ont déjà déposé ce qu'on appelle des filings, des demandes de fréquence. Toutes les constellations qui arrivent derrière seront moins prioritaires. Il y en a plein des projets de constellation. Il y a Boeing qui vient de déposer 150 satellites en bande privée. Enfin bon, ça y va. La complexité, c'est extrêmement complexe techniquement. Il faut la disponibilité des lanceurs, d'où le couplage de SpaceX qu'il fait avec ses propres lanceurs. Il faut les landing rights, qui est l'autorisation de chaque pays de communiquer dans son pays. Donc ça se gagne pays par pays. Donc voilà, ce que fait Starlink aujourd'hui, c'est qu'il crée une société, une coquille commerciale à peu près vide dans chaque pays, et, au fur et à mesure qu'il va commercialiser dans les pays. Et puis le gros problème, c'est la rentabilité. Non, il n'y a pas d'assurance de rentabilité commerciale aujourd'hui. En tous les cas, chaque expert il va de son calcul. Moi, je ne suis pas capable de le faire, mais j'en ai lu quelques-uns. Non, la rentabilité n'est pas assurée. Donc, c'est un pari gagnant. C'est un pari aussi étatique. Par exemple, Starlink, ils ont pris 800 millions d'euros du fonds d'aménagement rural des États-Unis. Ça fait déjà ça de prix. Et puis, ils vont certainement reprendre. Ils en ont pris du département de la Défense. Donc, c'est des coups un peu de poker. Il faut savoir faire, il faut oser, il faut avoir la crédibilité, il faut faire le buzz. Voilà. Au vu des utilisateurs, il y a le prix du terminal. Alors, par Starlink, il est masqué il est subventionné par Starlink, en fait. Et puis, il faut voir les services et les prix et la qualité. À 100 € par mois. La politique affichée de Starlink aujourd'hui, c'est de ne pas baisser le prix. Ce sera un prix pareil partout. Ça passera pas. Ça passera dans très peu de pays, sur très peu d'utilisateurs. Apparemment, il y a déjà il y a plus de 100 000 clients aujourd'hui et il y a déjà 600 000 commandes. Mais ça ne rentabilise pas le système pour autant. Vu des États, le spectre, alors ça c'est géré, hein, il y a un mécanisme de coordination par région, par pays, par région et international, qui est l'ITI. Par contre, ce qui n'était pas prévu, c'est le nombre de satellites et les constellations en nombre. Donc en fait, il n'y a pas de régulation au niveau des débris. On n'a aucun organisme international ni un accord international qui régule le nombre de satellites qu'on envoie. Donc en France, on a un accord, on a une réglementation qui s'appelle la LOS, qu'on est en train de mettre à jour parce qu'elle n'est pas adaptée aux débris aussi nombreux. N'empêche que les opérateurs français vont être sous cette convention-là. Ce sont les seuls. Les Japonais ont suivi. Pour l'instant, il y a 2 pays au monde qui ont une régulation
pour limiter le nombre de satellites, c'est la France et le Japon. Donc on va être loin du compte. On peut être inquiet. Moi, mon collègue qui travaille dessus, il m'a dit, je pense que dans 10 ans, on n'a plus accès à l'orbite. Le risque, c'est les effets en chaîne. Il faut voir qu'il y a à peu près 3000 satellites actifs. Sur la constellation Starlink qui est lancée, il y en a déjà 10% qui sont plus commandables. Ça veut dire que si un satellite est en risque de collision avec lui, ben c'est l'autre qui doit bouger, hein, parce que lui peut tout bouger. Donc il y en a déjà 100 en orbite qui sont plus commandables. S'il y a un effet en chaîne, on peut perdre toute une série d'orbites, en fait, hein, au-dessus, en dessous et dessus. C'est une probabilité, elle est non nulle. Je sais pas, je pense qu'il y en a qui l'ont estimé, moi je ne sais pas vous donner les chiffres, et ça a des effets en cascade. Si ça démarre, un morceau de 10 cm, ça explose le satellite, un morceau d'1 cm, ça le traverse. Ça le met hors service à peu près de façon certaine. Des débris, alors je sais plus, j'ai plus des chiffres en tête, c'est 30 000 débris de 10 cm aujourd'hui et enfin, des centaines de milliers. Voilà. Et après, il y a aussi une pollution lumineuse, vous avez entendu parler des astronomes, et il y a aussi une pollution radio, dont on parle moins, mais en fait, qui brouille les écoutes aussi, passives, dans les bandes passives. Alors, on a des bandes où on n'émet rien pour pouvoir écouter le ciel, et en fait, le satellite, ça fait un miroir, il renvoie ses émissions dans tous les sens. Donc, ça fait des perturbations dans toutes ces mesures-là. Voilà un peu les enjeux aujourd'hui des constellations. Ça c'était juste pour finir, donc des performances toujours plus grandes pour moins cher. Sur les géos, ça marche de mieux en mieux, on arrive à des prix extrêmement compétitifs. Les constellations, il y a certainement une part de réalité, en tous les cas, elles fonctionnent, elles sont en orbite. La part de rêve là-dedans, ou d'utopie, on ne sait pas, de pollution de l'espace, voilà. Et puis, juste vous citer au niveau du CNES, alors pour les professionnels, on a un service de conseil en télécom. Donc, si vous avez des besoins ou vous connaissez des industriels qui ont des besoins, pas dans le secteur Satcom, ils connaissent par cœur, hein, ceux qui sont ailleurs et qui auraient des besoins de télécom non couverts, on peut leur expliquer. Nous, on n'a rien à vendre, on est gratuit. Et on leur explique ce qui existe, combien ça vaut, à quoi ça ressemble les terminaux, qui les revend, quelle est la meilleure solution, voilà. C'est un centre qui est à disposition de tout le monde. Ok, merci beaucoup c'était extrêmement clair et la fin pose problème quand même, hein, pose question sérieuse.